Lorsque tout a commencé, j'étais aussi haute que la table de la salle à manger. Il fallait néanmoins que je me hisse sur la pointe des pieds pour les accéder. J'étais éblouie par ces femmes vacillant entre Occident et Orient dans un décor de cinéma italien des années 60. Pour moi, tout était fascination. Mon seul jeu d'enfant, c'était de les observer. Mes yeux et mon esprit faisaient de gros plans, telle une caméra. Les cliquetis des bracelets en or et des chewing-gums, ces eyeliners qui n'en finissaient plus de souligner leurs yeux, tantôt embrumés de larmes, de volupté, de sensualité, et ces cigarettes longues qu'elle jetait sur la table. L'odeur d'un café qui donnait le ton entre ombre et lumière. Et puis passer cette étape où l'image avait été scrutée et analysée dans ses moindres détails, je passais par la phase balance. Oui, je suis pas très fière, mais je m'y prenais de la manière suivante. J'allais répéter ce que l'une disait de l'autre, ce qui créait des conflits inimaginables, et ensuite je faisais des gros plans sur leurs émotions. Tout était scrupuleusement observé. Et tout ceci ressemblait étrangement au manège de la vie en bas de la maison, ce carrousel qui chantait de la musique et qui s'illuminait comme un sapin de Noël. Bref, j'étais cette gosse complètement perchée. Plus tard, Barbie était devenue mon idole et très vite je suis passée par la phase coaching. Je motivais les troupes et j'expliquais à qui voulait l'entendre que la beauté était une nécessité en soi. J'avais la conviction qu'à l'intérieur de celle-ci se trouvait la vérité. Dans ma tête, de gamine perchée, j'étais persuadée que la beauté c'était un état d'esprit, un rapport à la vie. Je coiffais et maquillais l'ensemble de mon environnement, parce qu'il devait être beau. Ça ne pouvait pas mieux tomber. J'avais une mère qu'on pouvait presque nommer narcisse tant elle était belle et que l'image était une question capitale. Et pour de nombreuses femmes d'ailleurs. Pourtant ça m'agaçait profondément. La beauté était une question sincère et authentique, et en aucun cas une question d'apparence. À l'adolescence, j'étais devenue antisociale, antiscolaire, anti-tout. Après un long périple de classe en classe, de salle en salle, j'ai enfin atterri dans une salle de 12 mômes qui portaient en eux une obsession. Je me souviens de Louis, c'était la physique, Jean les maths, Pierre les maquettes des avions, mais qu'est-ce qu'il nous gonflait avec ça. Il nous disait qu'il voulait devenir ingénieur. Bref, une classe d'enfants perchés. Les profs faisaient de brèves apparitions pour se faire trop souvent humilier et, hélas, tant le savoir de ces gamins était tellement pointu, et ils repartaient en nous regardant comme des gosses ingérables. Perso, mon obsession, c'était de ne pas écouter, mais uniquement observer les personnes à travers leur image, leurs vêtements, leurs gestes. Je défilais leur vie en les détaillant. Et je savais tout d'eux. Plus tard et au fil du hasard, je suis devenue directrice d'une TV web. Mon travail consistait à faire des documentaires et des reportages. C'est dans ce contexte que l'on m'a demandé de communiquer l'image des politiques. Et c'est toujours dans ce contexte que j'ai traité l'image sous plusieurs facettes, aussi bien sous l'angle psychologique qu'esthétique. Et comme dans l'univers politique, on ne récolte pas ce que l'on sème, je me suis retrouvée face à une impasse professionnelle. C'est alors qu'un jour, la petite nièce que j'avais coiffée, maquillée, coachée, qui était devenue une brillante psychologue pour enfants, me dit « Mais pourquoi ne ferais-tu pas ce que tu as toujours fait, Linda, en t'installant à ton propre compte ?» Sur ce, je lui ai répondu, c'est-à-dire « Bah, tu sais ce truc où tu conseilles les gens pour les rendre beaux, en valorisant leurs êtres et leur image. Tu as tellement de talent et tu fais ça depuis tellement longtemps. » Sur ce, je lui répondis, « Mais enfin, t'es stupide ou quoi? Ça n'existe pas comme métier. » Alors elle me répondit, « Bah,
invente-le.